Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Autonomie, art de vie sauvage, survivalisme, autarcie, autosuffisance, résilience. Les médias grand public font souvent des amalgames rapides et laissent penser que dans ces mouvements, nous serions des asociaux qui voulons vivre seuls dans une grotte, retirés du monde et armés jusqu'aux dents. Regardez-nous par exemple avec Nina, on fait très peur, n'est-ce pas? Il paraît même qu'on mange les herbes sauvages du jardin. C'est dire. Alors dans cette vidéo, je vous propose de détailler ces notions qui sont parfois un peu floues et de vous montrer que ces approches ont beaucoup de choses en commun et que bien souvent, elles sont compatibles entre elles et qu'en plus, elles peuvent se compléter. Car, comme le rappelle un des principes de la permaculture, il est beaucoup plus intéressant d'intégrer que de séparer. Et loin de nous isoler, ces approches nous mettent en lien beaucoup plus fort et authentique avec notre entourage, nos voisins, nos familles, nos amis. Je vous explique tout ça. Avant de voir plus en détail ces différentes approches, je me suis amusé à faire une liste non exhaustive des motivations qui peuvent y conduire. Alors, la peur mise en avant par les médias peut bien sûr faire partie de ces motivations, que ce soit la peur du manque, la peur des autres ou la peur de l'État par exemple, mais vous allez voir qu'il y a une foule d'autres motivations dont les médias oublient de nous parler. Il y a par exemple la liberté, le choix de sa vie, ce peut être de savoir faire face à une difficulté, de trouver une harmonie avec la nature et le vivant, de retrouver les gestes et les savoir-faire de nos grands-parents, de nos ancêtres. Cela peut être de s'éloigner d'une société qui ne nous correspond plus, de développer des liens simples et bienveillants avec notre entourage, ou encore par défiance envers l'État, les banques, Big Pharma et l'agriculture chimique et industrielle. Ce peut être pour vivre dans la vie réelle plutôt que dans la vie virtuelle, ou pour avoir un cadre de vie beau et agréable, et pour le luxe de se lever à l'heure que l'on veut. Ça peut être pour la recherche de sens, de paix, d'authenticité, d'alignement avec ses valeurs, ou encore pour la protection de la nature ou la réduction des déchets et de la consommation. Il y a aussi le refus d'envoyer de l'énergie à la guerre, ou de financer un système avec lequel nous ne sommes plus en accord. Il y a l'accès à une nourriture de qualité, impossible à trouver dans le commerce, même en bio. Cela peut être pour avoir plus de temps disponible, pour vivre dans un environnement sain et de façon adaptée à notre rythme physiologique. Et il serait possible d'en ajouter encore beaucoup de motivations. Il y a probablement autant de motivations que de personnes. Mais globalement, c'est la recherche d'une vie différente de la vie standard proposée par les médias, par les industries et par le gouvernement. Donc on va maintenant voir comment ça se décline suivant les différentes approches. On commence par l'autonomie. Il s'agit de savoir répondre par nous-mêmes à nos besoins les plus importants. Donc c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée en s'appropriant petit à petit les savoir-faire et les outils qui sont nécessaires pour cela. Donc il ne s'agit pas forcément de tout faire, mais au moins de savoir faire ou d'être outillé pour le faire si le besoin s'en fait sentir. Par exemple, si je sais faire la vidange de ma voiture, je ne suis pas obligé de la faire systématiquement. Mais si un jour j'ai une difficulté financière, je fais simplement la vidange moi-même et j'économise ainsi le coût de la prestation. Donc c'est une démarche d'indépendance. Au passage, c'est aussi une des clés pour des relations bienveillantes. Quand nous savons répondre à nos besoins, nous ne nous sentons jamais coincés, ce qui amène à des relations choisies plutôt que subies et qui sont beaucoup plus simples, authentiques et agréables. D'ailleurs, des relations de qualité font partie de nos besoins fondamentaux au même titre que l'eau, la nourriture, l'habitat, la santé ou encore le sens de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous proposons de temps en temps des vidéos à propos de la connaissance de soi et de la relation aux autres. Et il est bien sûr possible d'étendre l'autonomie à des besoins qui sont moins fondamentaux, comme l'autonomie financière par exemple. L'argent n'est en effet pas un besoin pour vivre. Mais comme il y a énormément de dérives à ce sujet et que pour le moment ça reste le moyen principal d'échange, l'autonomie financière peut tout à fait s'intégrer à une démarche d'autonomie. Donc loin de l'associable dans sa grotte, un jardinier qui fait son potager ou un travailleur indépendant qui se développe de façon à avoir plusieurs clients différents
vont vers une certaine indépendance et sont déjà ainsi dans une démarche d'autonomie. Donc, apprendre à observer et reconnaître les signes que donne le corps et apprendre à gérer sa santé pour qu'elle soit la plus forte possible est également une démarche d'autonomie. Il faut comprendre que l'autonomie n'est pas quelque chose de binaire. Il n'y a pas un individu qui serait autonome et un autre qui serait hétéronome. Il y a juste un niveau plus ou moins fort d'autonomie. Bien sûr, développer son autonomie demande des efforts, que ce soit pour l'apprentissage de savoir-faire ou pour s'équiper d'outils et des équipements nécessaires. Donc, selon le niveau d'autonomie qu'on souhaite atteindre et les efforts que nous sommes prêts à consentir pour obtenir, il y a un niveau optimal d'autonomie qui diffère d'un individu à l'autre. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste propre à chacun et à ce qu'il estime important pour lui. De la même façon, l'autonomie n'est pas quelque chose d'homogène. Il est tout à fait possible, par exemple, d'être très autonome dans un domaine et moins dans un autre. Si certains vont chercher à développer une autonomie plutôt basée sur la production de nourriture, tandis que d'autres vont chercher à développer une santé forte. Là encore, c'est ni bien ni mal, ça dépend juste de la perception que nous pouvons avoir de ce qui est important pour chacun par rapport à ce qui l'est moins. L'autosuffisance est le fait d'arriver à couvrir la totalité de certains de nos besoins. Par exemple ici, nous avons développé un jardin très abondant et bien que nous soyons très gros consommateurs de fruits, nous sommes 100% autonomes en fruits et ce pendant toute l'année. Donc on peut dire que nous sommes autosuffisants en fruits. C'est vraiment un énorme plaisir car nous avons une très grande variété de fruits, y compris des fruits très peu connus, comme par exemple des sorbes ici, et d'une qualité impossible à trouver dans le commerce, même en bio, car le sol de notre jardin est vivant et sans produits chimiques. Ça en fait un jardin beau, abondant, plein de fleurs, de couleurs et de vie. L'autarcie est la recherche de l'autonomie la plus forte et la plus complète possible. Donc c'est l'autosuffisance dans tous les domaines. Et dans certains cas, ça va même jusqu'à se couper de la société. Alors plutôt que de porter un jugement en considérant que ceux qui sont dans cette démarche seraient des asociaux dans leur grotte, il serait intéressant de savoir ce qui les a amenés sur ce chemin. Les valeurs de notre société sont en train de se déliter de plus en plus rapidement. Ici, nous n'avons pas la télé, mais quand à l'occasion, nous voyons une télé allumée quelque part, nous sommes choqués par ce qu'on y voit. Alors peut-être que les gens qui se coupent totalement de la société ne s'y reconnaissent simplement plus. Ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre, un peu comme les canaris qu'on place dans les mines pour prévenir d'un coup de grisou, parce qu'ils y sont plus sensibles. Les individus en autarcie nous préviennent que quelque chose est en train de mal tourner dans notre société. À mon sens, il est possible de se couper de la société, mais pas de se couper des autres. Sinon, nous passerions à côté de deux de nos besoins fondamentaux, à savoir la relation avec les autres et le sens de notre vie, qui est relié à ce que nous apportons aux autres. Donc se couper de la société me semble possible uniquement si c'est une communauté entière qui se coupe de la société. On passe maintenant au survivalisme. Contrairement à l'autonomie qui s'inscrit dans le temps, pour le survivalisme, il s'agit plutôt de se préparer à une situation difficile, ponctuelle ou temporaire, en vue d'obtenir de la résilience, c'est-à-dire en vue d'être en capacité de faire face facilement et sereinement à cette situation difficile. Le principe du survivalisme est que quelqu'un de conscient en vaut 2 et que quelqu'un de préparé en vaut 4. Il est bien sûr impossible de se préparer à l'ensemble des situations imaginables. Donc le choix de la préparation dépend de la perception que nous avons de la probabilité et de la gravité des situations envisagées, ainsi que du bénéfice attendu comparé à l'effort nécessaire à la préparation. Ça implique notamment la notion de sources multiples et de redondance. En cas de difficulté, 1 égale 0, 2 égale 1, 3 égale 2. Je vous donne un exemple. Si un client me laisse tomber, est-ce que c'est gérable pour moi ? Bien, dans le cas où mon chiffre d'affaires se fait en totalité avec un seul client, ce sera problématique car je n'aurai alors plus aucun client. 1 égale 0. Mais si j'ai plusieurs clients, il y en aura un de moins, mais ça sera gérable car il restera les autres. Cela implique également la notion de stock.
Donc s'il y a des grèves des transporteurs pendant 2 semaines et que les magasins sont vides, ou qu'une tempête de neige me bloque à la maison pendant un temps, est-ce que j'ai des réserves à la maison qui me permettent de passer cette période? À l'époque de nos grands-parents, l'été, beaucoup de gens préparaient des conserves pour l'hiver, et pour eux, une période même longue avec les magasins fermés aurait été juste désagréable, mais rien de plus. C'était des survivalistes. Il y a aussi la notion de matériel de remplacement et de réparation. Ici, nous avons un onduleur photovoltaïque de rechange en prévision du moment où celui que nous utiliserons tombera en panne. Ainsi, nous ne serons pas bloqués quand ça sera le cas. Et ça a plein d'avantages car avec le temps, les modèles évoluent et d'ici quelques années, il sera peut-être difficile de trouver un modèle avec une connectique équivalente, ce qui imposerait plus de travaux pour le changement de l'onduleur. Et puis, les prix ayant tendance à augmenter, c'est un investissement que de l'acheter aujourd'hui plutôt que d'attendre que celui que nous utilisons ne tombe en panne. La formation au premier secours s'inscrit également dans cette démarche. Elle nous prépare à des situations relativement peu probables, heureusement, mais dont la gravité mérite que nous sachions réagir rapidement et efficacement. Et si un jour nous sommes témoins d'un accident de la route, peut-être que cette compétence permettra à un accidenté d'être secouru. Dans un autre domaine, il y a 8 industries Seveso autour de Toulouse. Alors bien sûr, un accident grave n'arrive pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé avec l'explosion de l'usine AZF. Beaucoup de gens ont alors eu des réactions contre-productives en prenant leur voiture pour finalement se retrouver coincés dans les embouteillages et en subissant sans rien pouvoir faire un nuage de produits toxiques. Alors, quelques notions auraient été très utiles pour savoir réagir de façon plus adaptée. Il est même possible d'y intégrer la notion d'antifragilité développée par Nassim Taleb. Par exemple, si je développe une compétence utile en cas de difficulté, le jour où ça arrive, j'aurai beaucoup de clients. Et dans ce cas-là, pour moi, ce ne sera plus une difficulté, mais au contraire, une opportunité. Et donc vous avez vu que j'ai donné à dessein des exemples de situations de diverses gravités et de diverses probabilités pour vous montrer que le survivalisme est quelque chose de bien plus large que la mauvaise caricature qu'on peut en voir dans les films de zombies. Et bien entendu, lorsqu'une situation nous paraît à la fois grave et très probable, la préparation devient indispensable. Avec l'art de vie sauvage, nous ne sommes plus dans la préparation, mais dans le plaisir de se reconnecter à la nature et aux gestes ancestraux, en faisant du feu par friction, de la vannerie sauvage ou d'autres savoir-faire anciens. En fait, c'est se poser et faire ces gestes qui demandent du temps, mais qui sont accompagnés du bonheur d'être pleinement dans l'instant présent. C'est une sorte de méditation. Et faire du feu par friction à partir de rien, ça nous relie à la joie des premiers hommes qui ont réussi à maîtriser le feu. C'est un peu comme faire une randonnée qui nous conduit au sommet d'une montagne ou y arriver directement en hélicoptère. La randonnée demande plus d'efforts, mais nous apporte beaucoup plus de joie et de satisfaction. Ça a beau être au même endroit, nous profitons beaucoup plus de la vue lorsque nous avons fourni des efforts pour y arriver. Loin de s'exclure, tous ces mouvements sont non seulement compatibles les uns avec les autres, mais en plus, chaque mouvement bénéficie des apports des autres mouvements. Ils ont en commun le fait de prendre sa vie en main, le lien avec le vivant, avec les autres et avec le sens de sa vie. C'est quand nous sommes responsables de notre vie que nous avons du pouvoir sur notre vie. Parce que liberté, pouvoir et responsabilité sont indissociables l'un de l'autre. Il y a aussi le fait de devenir plus compétent, car c'est sur la compétence que repose la confiance. Et il y a d'ailleurs un côté très stimulant à apprendre de nouvelles choses. Et à ce titre, les principes de la permaculture sont des outils que nous aimons beaucoup. Ils apportent une grande cohérence et une grande efficacité. Et ce sont d'excellents outils de résilience car ils sont justement inspirés de la résilience de la nature. Elle fait toujours mieux que nous car elle a des milliards d'années d'expérience. C'est un très bon guide. Pour être complet, il y a aussi la question de l'argent et de la dérive de notre société qui sont au cœur de tous ces mouvements. Est-ce que l'on travaille pour gagner de l'argent qui nous permet ensuite d'acheter ce que l'on veut, quitte à faire un travail pénible et beaucoup d'heures, ou est-ce qu'on se développe de façon à obtenir ce qui est important pour nous sans passer par l'argent? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est important pour nous? Pour Nina et pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir du temps pour être ensemble,
avoir du temps à consacrer à ce qui est important, à ce qui fait du sens. C'est aussi vivre en lien avec la nature, avec notre famille, nos amis, nos voisins. C'est de prendre le temps de connaître les commerçants auxquels nous achetons, de discuter avec le facteur, avec le livreur. C'est le luxe de se lever à l'heure que nous voulons et de mettre un peu plus d'humanité dans nos relations. La vie standard, celle qui passe par l'argent, ne permet plus de combler ce qui est important pour nous. Alors tout simplement, nous faisons autrement. Il y a aussi la conscience. À l'origine, l'argent des impôts sert aux services communs, à l'entretien des routes, à l'éducation ou au système de santé. Mais cet argent est de plus en plus détourné pour faire la guerre, subventionner des industries privées, installer des antennes relais et des caméras de surveillance partout, faire l'éducation à la sexualité à des enfants dont ce n'est pas l'âge, ou encore pour acheter des milliards de doses d'injections dont les autorisations de mise sur le marché sont ensuite discrètement retirées. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons envoyer le moins d'énergie possible à ce système, notamment en réduisant nos cotisations. Et ça se fait en travaillant en priorité pour nous et en allant gagner de l'argent uniquement pour satisfaire des besoins que nous ne pouvons pas combler autrement. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, on vote plus efficacement avec le portefeuille qu'avec l'urne. Ici, nous ne voulons plus envoyer d'argent à une agriculture chimique et industrielle qui détruit le sol et la biodiversité pour in fine fournir une nourriture de très médiocre qualité. Donc en produisant nous-mêmes ou en achetant à des agriculteurs vertueux, nous votons pour une agriculture qui respecte la vie, que ce soit la nôtre, car elle nous fournit une alimentation de qualité, que ce soit celle de la biodiversité qui est préservée, mais aussi celle de l'agriculteur qui peut ainsi travailler dans un environnement sain. Tous ces mouvements sont compatibles et se complètent. Il est ainsi possible de développer son autonomie, c'est-à-dire un écosystème de vie entier qui s'inscrit dans la durée, tout en se préparant à pouvoir gérer un événement difficile. C'est tout à fait compatible. Et en même temps, il est possible de passer ses vacances à bivouaquer en forêt pour expérimenter le plaisir de se connecter à ses ancêtres et avec l'art de vie sauvage. En famille, ce sont des moments inoubliables qui ont en plus l'avantage de couper un peu les adolescents de leur smartphone. Ils auront enfin une aventure réelle à raconter et non juste une aventure virtuelle. Ce sont des façons de choisir la vie qui nous correspond, qui a du sens, de vivre en harmonie avec les autres et avec la nature, dans un cadre agréable et adapté à nos besoins. Alors, oublions le sauvage armé jusqu'aux dents qui vit seul dans sa grotte. Ça, c'est juste la vision que les médias aimeraient que nous en ayons. Car lorsque nous sommes autonomes, ils deviennent incapables de nous vendre le dernier smartphone à la mode. Mode qu'ils ont d'ailleurs créé de toutes pièces et dont nous n'avons aucun besoin. Je remercie du fond du cœur ceux qui nous soutiennent via le financement participatif sur Tipeee. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir choisir la vie qui vous correspond. Et je vous dis à très bientôt les amis.